Bienvenue. Mon prénom c'est Zelda, je suis de la classe 2MJ08 du lycée Denis de Rougemont. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Dimitri Queneau. J'ai fait mes études à l'université de Neuchâtel en histoire, ancien français, géographie. J'ai fait une thèse en histoire militaire sur la doctrine de l'armée française avant la Première Guerre mondiale. Alors, est-ce qu'on peut commencer avec l'interview? Oui. Alors, à qui incombe la responsabilité de l'usage des armes chimiques durant le premier conflit mondial? Les armes chimiques ont été utilisées dès le début de la guerre par les Français et les Allemands. Les Français disposaient de grenades et de cartouches suffocantes dont les effets étaient limités dans le temps et non létaux. De leur côté, les Allemands ont essayé diverses solutions avec des obus chargés de produits toxiques, mais sans trop de résultats. Le premier emploi efficace d'armes chimiques a eu lieu le 22 avril 1915 à Ypres. Ce jour-là, les Allemands ont libéré un nuage de gaz de chlore en ouvrant des robinets de bonbonnes contenant de ce gaz. La nappe a envahi les positions françaises, ce qui a semé la panique dans les troupes qui n'étaient pas préparées face à une telle arme. Dans quelle bataille ou phase de la guerre y a-t-il eu la présence d'armes chimiques? À partir de 1915, l'emploi d'armes chimiques est allé en s'intensifiant. En 1918, on a utilisé 4 fois plus d'agents chimiques qu'en 1916. Ces armes ont cependant eu peu d'effet sur l'issue du conflit. D'une part, elles ont provoqué relativement peu de pertes. D'autre part, leur emploi était délicat. Il fallait en employer de grandes quantités pour atteindre une certaine efficacité. De plus, il était nécessaire de protéger ses propres troupes. Les soldats devaient porter des masques de protection, ce qui réduisait leur mobilité, donc leur capacité offensive. Le problème de la percée du front et de son exploitation n'a donc pas été résolu grâce à l'emploi des armes chimiques. Pourquoi une utilisation massive de ces armes a-t-elle été faite à partir de 1915, malgré les traités de la Haye les interdisant? À la fin de l'année 1914, la guerre de mouvement est terminée et la guerre des tranchées a commencé. Les offensives se brisent sur les systèmes de défense mis en place. Les armées sont dans une impasse tactique. De nombreuses armes, plus ou moins efficaces, sont alors testées pour réaliser la percée. Les armes chimiques représentent une invention parmi d'autres pour essayer d'y parvenir. Quel a été le nombre de victimes par gaz? Et quel est le pays ayant le plus souffert des armes chimiques? Le nombre de morts et de blessés par gaz est très difficile à évaluer, surtout pour l'armée russe, qui est le pays le plus touché. Ce qui est sûr, c'est que le total des pertes causées par gaz est relativement faible en comparaison des quelques 9 millions de morts et plus de 20 millions de blessés de l'ensemble du conflit. On peut estimer les pertes par gaz entre 700 000 et 1 million, ce qui représente environ 3% du total des pertes. Quel est le type de personne, civils, soldats, etc., a été le plus touché par les armes chimiques? Durant la Première Guerre mondiale, les armes chimiques ont peu touché les civils, puisque ces armes ont été essentiellement utilisées sur les champs de bataille. Toutefois, des civils qui continuent à avoir des activités près des champs de bataille ont aussi été malgré tout touchés. On estime à quelques milliers le nombre de blessés et à une centaine le nombre de morts. Quels progrès ont été accomplis dans les gaz durant la Première Guerre mondiale? Et quels progrès dans les protections? Les progrès ont été de 2 ordres. Premièrement, dans le domaine de l'engagement des armes chimiques. Au début, les Allemands libéraient un nuage de gaz en ouvrant le robinet de bonbonnes. Les Anglais ont répliqué en mettant au point un projecteur de gaz, le projecteur Levens, du nom de son inventeur. Enfin, les belligérants ont mis au point
l'obus chimique. Ce dernier procédé permettait de toucher des objectifs situés dans le rayon d'action des pièces d'artillerie, soit plusieurs kilomètres à l'intérieur des lignes ennemies. Le deuxième progrès concerne le gaz lui-même, dont on a développé la toxicité. Au début de la guerre, on employait du chlore, dont on pouvait se protéger en employant un masque. Au cours de la guerre, d'autres substances plus toxiques ont été développées, dont le célèbre gaz moutarde ou hypérite, employé par les Allemands dès le milieu de l'année 1917. Le gaz moutarde présentait divers avantages. D'abord, il était persistant et la zone contaminée le restait plus longtemps. Son action toxique pouvait se faire aussi directement à travers la peau, ce qui obligeait à porter des moyens de protection supplémentaires, notamment des gants, en plus du masque. En matière de protection, les progrès ont également été importants. Au début, on emploie des morceaux de tissu imprégnés de liquide ou d'urine pour neutraliser les toxiques, ainsi que des lunettes. En 1915, les Britanniques adoptent une sorte de cagoule en tissu pour neutraliser le chlore. Cette cagoule recouvrait toute la tête. Toutefois, le moyen le plus efficace a été développé par les Allemands. Il s'agit du gummi masqué, qui a été amélioré et décliné en plusieurs versions au cours de la guerre. Ce masque était de plus en plus performant et capable de protéger contre les nouveaux toxiques, notamment l'hypérite. C'est en fin de compte l'ancêtre de notre masque de protection actuel. Bonjour, je m'appelle Laura, je suis dans la classe 2MG8 au lycée Denis de Rougemont. Qu'est-il advenu des armes chimiques non employées durant la Première Guerre mondiale? À la fin de la Première Guerre mondiale, les stocks d'armes chimiques sont importants. Les Français et les Britanniques décident de conserver des capacités limitées. D'énormes quantités de produits toxiques ont été détruites en les faisant exploser. Un site près de Verdun, notamment, a été employé pour cette opération. Une autre partie des obus a été immergée au fond de la mer. Aucune considération écologique n'est intervenue dans le cadre de ces opérations d'élimination. Reste-t-il des armes chimiques de la Première Guerre mondiale n'ayant pas explosé? Et plus largement, quels effets ont eu les armes chimiques sur le plan écologique? Chaque année, on trouve encore plusieurs tonnes d'obus chimiques datant de la Première Guerre mondiale qu'il faut traiter de manière spécifique. Les armes chimiques ont eu des effets importants à court terme, notamment sur les végétaux, dans la zone des combats. Les toxiques persistants, comme le gaz moutarde, ont eu un impact à plus long terme. Ces effets se sont par ailleurs additionnés aux autres pollutions liées à la guerre. Les explosifs, les morceaux de métaux de toutes sortes. Après la guerre, il a fallu plusieurs années pour rendre à l'agriculture les terres des champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Pour quelles raisons les gaz furent-ils pas employés durant la Seconde Guerre mondiale, si on fait exception des victimes du génocide juif? Plusieurs facteurs ont joué un rôle. Le principal a sans doute été le fait que les belligérants ont surestimé les capacités de leurs adversaires. Ils n'ont donc pas voulu se lancer dans des attaques chimiques en premier par peur des représailles. Probablement aussi que la littérature d'anticipation des années 30 qui présentait de vastes bombardements chimiques causant d'énormes destructions a aussi joué un rôle. Enfin, à noter encore que Hitler a été gazé à l'hypérite à la fin de la Première Guerre mondiale et qu'il s'est toujours opposé à l'emploi d'armes chimiques sur les champs de bataille du deuxième conflit mondial. Après la Première Guerre mondiale, dans quel type de conflit les gaz furent-ils employés? Les armes chimiques ont été employées dans des conflits de type colonial, où l'adversaire n'était pas, entre guillemets, de race européenne. Les Espagnols ont employé des armes chimiques durant la guerre du Rif, au début des années 20, les Italiens en Éthiopie en 1936 et les Japonais en Chine au début des années 40. Les Alliés hésitèrent-ils à employer les mêmes armes que l'Allemagne après Ypres? Se tenaient-ils liés par les accords de La Haye?
Les Français et les Anglais ont trouvé l'emploi de cette nouvelle arme par les Allemands comme totalement barbare, d'autant qu'ils avaient signé les conventions de La Haye. Ils ont toutefois considéré qu'ils devaient riposter en employant les mêmes armes. Il y a toutefois une différence entre les deux pays. En Angleterre, il y a eu un débat politique avant que les militaires ne soient autorisés à utiliser des armes chimiques. En France, un tel débat n'a pas eu lieu. La seule nécessité militaire a suffi pour justifier l'emploi des armes chimiques. Pourquoi être passé des vagues gazeuses dérivantes à l'artillerie chimique? Les nappes gazeuses dérivantes présentaient de grands désavantages. Tout d'abord, leur efficacité était largement tributaire des conditions météorologiques, notamment du vent, de son intensité, de sa direction. Si le vent tournait, les troupes qui engageaient les gaz risquaient d'être gazées elles-mêmes. La mise en place des infrastructures nécessaires était également très difficile. Enfin, il était à peu près impossible d'atteindre des cibles situées à l'arrière du front avec une certaine précision. L'emploi de but ne présentait pas de tels défauts. Toutefois, il nécessitait un bombardement massif, donc beaucoup de munitions, pour obtenir une concentration suffisante d'agents toxiques. Les Français ont été les pionniers dans le développement de l'artillerie chimique, notamment avec l'emploi de l'obus numéro 5 qui était chargé au phosgène.